Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. La Guinée poursuit la modernisation de son administration publique. Le Premier ministre a lancé ce jeudi deux outils numériques de grande importance. Ils sont destinés à transformer la gestion des fonctionnaires et la maîtrise de la masse salariale. Dans l'actualité encore, une nouvelle voie s'élève désormais dans la préfecture de Bofa. Le ministre de l'Information vient d'inaugurer une radio pour la localité, un outil de communication de proximité qui devra transformer le quotidien des populations sur place. Un important lot de matériel médical pour le centre de santé de Marella, une initiative qui vise à améliorer l'accès à des soins de qualité pour la population locale. Autorités et habitants saluent le geste et promettent d'en faire bon usage. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le chef de l'État préside la deuxième session du Conseil supérieur de défense nationale. Cette session, d'une importance capitale, est consacrée aux priorités en matière de défense et de sécurité de notre territoire, de protection des populations guinéennes et de sauvegarde de leurs biens. Omar Bari. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a présidé ce jeudi 27 novembre 2025 au Palais Mohamed V la deuxième session du Conseil supérieur de défense nationale. Cette réunion stratégique placée sous son autorité directe a rassemblé les plus hautes autorités civiles et militaires du pays autour des enjeux majeurs de sécurité et de défense nationale. Cette session d'une importance capitale est consacrée aux priorités en matière de défense et de sécurité de notre territoire, de protection des populations guinéennes et de sauvegarde de leurs biens. Elle intervient à un moment charnière, à moins de mois de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Les membres statutaires du Conseil se sont réunis afin de recevoir les orientations du chef de l'État pour garantir un environnement sécurisé et stable sur l'ensemble du territoire national. Étaient présents aux côtés du président de la République, le Premier ministre chef de gouvernement Amadou Riba, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que les hauts responsables des forces de défense et de sécurité. Cette mobilisation exceptionnelle illustre l'unité et la détermination des institutions guinéennes face aux défis sécuritaires. Dans son message, le chef de l'État a félicité l'ensemble des acteurs. Il a indiqué avoir reçu tous les procès-verbaux des différentes réunions ainsi que les rapports sur les actions menées sur le terrain. Il a souligné que l'ensemble de ces travaux est parfaitement en phase avec sa vision. Le président Mamadi Doumbouya a rappelé que la protection des populations et la défense du territoire national demeurent une priorité absolue. Il a insisté sur la nécessité de renforcer l'opérationnalité de l'ensemble des dispositifs sécuritaires et de garantir la sérénité indispensable à la paix publique. À l'approche du scrutin présidentiel, le chef de l'État a souligné que la sécurisation du processus électoral avant, pendant et après le vote constitue un impératif national. Objectif: permettre à chaque citoyen d'exercer librement son droit de vote dans le calme, la dignité et la transparence. Le président de la République a donc instruit les membres du Conseil supérieur de défense nationale à prendre toutes les mesures stratégiques nécessaires pour assurer la stabilité du pays. Il a également rappelé l'importance de garantir la libre circulation des personnes et des biens. Ces orientations du chef de l'État tracent une ligne d'action claire: renforcer la prévention, protéger les populations, préserver l'ordre public et l'intégrité du territoire national. Nous savons tous ce qu'était notre pays il y a 4 ans et nous mesurons également tout le travail accompli ces dernières années. Je le dis et je le répète, je ne permettrai à personne de nous ramener en arrière. L'élan de développement engagé ne sera pas interrompu. La Guinée est un pays stable et continuera de se donner les moyens de préserver cette stabilité. Notre seule ambition est de développer notre nation, a martelé le président Mamadi Doumbouya. La responsabilité de l'exécution de ces directives revient désormais à la Commission nationale de défense et de sécurité, chargée d'en assurer l'application rigoureuse sur le terrain.
Merci à Oumar Bari. Au même moment, le gouvernement renforce sa réflexion autour de la gestion de l'économie et des finances publiques. Le Premier ministre a réuni ce mercredi le ministre du Pôle économique et les principaux cadres techniques. C'était pour une table ronde dédiée à la mobilisation des recettes et à l'efficacité de la dépense publique. Une rencontre stratégique qui vise à poser les bases d'une gouvernance financière plus rigoureuse en 2026. Hadi Kamara. Dans cette salle, l'élite économique guinéenne autour du Premier ministre. Objectif affiché, trouver des leviers concrets pour remplir les caisses de l'État avec des fonds nécessaires pour financer le développement du pays. Ces principaux acteurs économiques du pays planchent sur les solutions pour booster les recettes de l'État. Nous avions des progrès importants à réaliser, vu qu'il y a des niches fiscales qui ne sont pas encore dans le plein régime en termes d'encaissement. Bien que les recettes non fiscales font à peu près 5 à 6%, 7% des recettes globales, nous avions des manques à gagner que nous devons essayer d'adresser au niveau des départements sectoriels qui sont générateurs de ces recettes. Nous avions également donc des recettes non fiscales dans les départements qui sont inventoriées, qui ne sont pas budgétisées. Nous avions des recettes non fiscales qui sont encaissées mais qui n'ont pas de base légale. Comment on peut renforcer notre souveraineté économique à travers la mobilisation de plus de recettes de l'État pour financer nos actions de développement. Et pour moi, c'est un acte très fort de souveraineté économique. Plus on a de recettes, plus on est maître de la politique que nous voulons pour financer nos investissements et nos priorités. La Guinée vise une croissance économique ambitieuse pour 2026. Dans cette perspective, le gouvernement retrousse les manches en vue de transformer les ambitions en réalité tangible. Ici, les échanges se focalisent sur des axes liés à l'identification des solutions pratiques pour accroître la mobilisation des recettes internes en 2026 afin de financer efficacement les politiques publiques, à l'amélioration du système d'information financière pour garantir le porting de qualité et faciliter la prise de décision. À cela, il faut ajouter la définition d'une stratégie de financement et de gestion efficace de la dette, tout en préservant la stabilité économique. On parle de la digitalisation pour accentuer la transparence, réduire drastiquement, voire éliminer la corruption et surtout aussi capitaliser sur l'effet de masse. Et pour qu'on puisse parler d'effet de masse, il faut aller vers une identification des acteurs qui contribuent à la caisse de l'État, donc élargir l'assiette fiscale de manière à ce que chaque acteur soit identifié et que les recettes qui sont dues arrivent à bon port. La stratégie du gouvernement en matière de dette est la rigueur et l'utilisation des ressources avec prudence en ciblant des projets à haut rendement pour l'économie. Comment élargir la mobilisation des recettes intérieures pour nous permettre de faire un bond qualitatif pour l'année 2026 qui nous permettrait, en plus de ce qui est collecté pour 2025, d'aller au-delà avec près de 10 000 milliards de collecte de ressources additionnelles. Et je pense que c'est un objectif atteignable parce que vous savez, comme le président de la République l'a dit, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour le développement de notre pays. Et développer ce pays veut dire avoir les moyens de financer ce développement. Qui peut nous permettre d'avoir les moyens de financer le développement? C'est notre propre capacité à prélever, à collecter les ressources, les recettes par les taxes, par d'autres biais qui permettent à l'État d'avoir les moyens de sa politique. Avec cette rencontre, les défis sont désormais connus. Derrière les chiffres et les indicateurs de performance, le gouvernement, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, va transformer la volonté affichée en résultats concrets afin que l'avenir économique de la Guinée soit fructueux, viable, profitable pour tous.
Le Premier ministre qui a également lancé ce jeudi 2 outils numériques destinés à transformer la gestion des agents de l'État et à mieux contrôler la masse salariale. Le premier, c'est le FUGAS, c'est un fichier unique regroupant les données administratives et salariales. Le second, Espace Agent, permet aux fonctionnaires de consulter leurs dossiers, de suivre leur carrière et même d'effectuer leurs démarches en ligne. On fait le point pour comprendre avec Mamadi Ternak Amisoko. Le gouvernement guinéen franchit une étape majeure dans la modernisation de son administration publique. Ce jeudi à Conakry, le FUGAS, fichier unique de gestion administrative et de la solde, et la plateforme Espace Agent sont officiellement lancés. L'avènement de cette digitalisation marque une transformation profonde de la gouvernance administrative en Guinée. Elle ouvre la voie à une gestion plus responsable et plus performante des ressources humaines de l'État. Cet événement dépasse le cadre d'une simple cérémonie. Il incarne la volonté ferme du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, et de son premier ministre de doter notre administration publique d'un outil moderne, fiable et performant, capable d'assurer une gestion efficiente des effectifs de l'État et une maîtrise durable de la masse salariale. Ce moment marque une avancée majeure dans le processus de modernisation de notre administration, de la consolidation et de la qualification de la gestion de nos dépenses publiques, notamment les traitements des salaires. Un agent, un numéro matriculé, un salaire, c'est tout l'enjeu de cet ambitieux programme FUGAS. Les premiers résultats depuis 2024 font état de 233 milliards d'économies réalisées. La plateforme Espace Agent, quant à elle, offre à chaque fonctionnaire un profil électronique personnalisé, accessible en ligne pour consulter son dossier, suivre son parcours professionnel et effectuer ses démarches administratives sans se déplacer. On a démocratisé les effectifs de la fonction publique. Tous les chiffres sont visibles, perceptibles, pour vous dire que chaque enregistrement est suivi à la loupe. Et même les citoyens sont informés des engagements qui sont faits au quotidien. La manipulation du fichier n'est plus possible. Aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir une fonction publique qui se modernise. On a maîtrisé les effectifs, on a maîtrisé la masse salariale, on a modernisé les recrutements. Les recrutements à la fonction publique sont aujourd'hui devenus transparents. C'est par voie de concours. Et les recrutements sont faits sur la base d'une appréciation et d'une évaluation des besoins en termes de postes et de profils. Je reviens au-delà des concours, on a transformé la gestion des carrières. Ce qui a été présenté ici en est une preuve. Les dossiers qui duraient 4 mois, 6 mois, parfois 10 mois, j'en ai vu, dans le circuit, aujourd'hui en 30 minutes, ces dossiers sont traités. Ça libère le fonctionnaire, ça libère les citoyens. Désormais, la Guinée entre dans une nouvelle ère avec la dématérialisation dans la gestion des agents de l'État. Les deux outils conçus et gérés grâce à l'expertise guinéenne à travers l'entreprise Digitalis répondent à la vision du président de la République visant à promouvoir la justice sociale dans le pays. La question du changement, la question de la refondation était une dimension indispensable pour permettre d'aller dans le sens de la refondation et dans le sens de faire en sorte que cette transition puisse permettre à la Guinée de faire un saut qualitatif important, et ce qui est en train d'être fait par le président de la République, Mamadi Doumbouya. On est tous dans une marche de transformation en profondeur, et FUGAS est un élément important qui traduit que la Guinée d'hier n'est plus, on est en train de basculer vers une Guinée nouvelle. FUGAS doit aussi incorporer une autre transformation qui est indispensable pour nous permettre au gouvernement de demain et d'après-demain d'avoir une capacité de gestion de l'ensemble de la société avec moins de heures et avec plus de capacité d'innovation et de changement. C'est le PNRAVEC. Il faut que le numéro d'identification personnelle de chacun d'entre nous, qu'on soit fonctionnaire ou pas, puisse être disponible, et que le numéro d'identification personnelle unique
de tous les fonctionnaires soit aussi intégré dans FUGAS. Pour qu'avec cela, Madame la directrice générale de la Caisse de la prévoyance sociale puisse faire évoluer les réformes de la protection sociale à travers l'assurance maladie, qui est déjà quelque chose d'effectif pour les fonctionnaires, mais qui ne l'est pas encore pour ses enfants. Donc c'est pour vous dire, la Guinée avance, la Guinée se transforme. Avec le lancement du FUGAS et de l'espace agent, le ministère du Travail et de la fonction publique pose un jalon important dans la transition numérique du secteur public. Une avancée qui pourrait transformer durablement le fonctionnement des services administratifs. Dans l'actualité encore, un important appui financier pour dynamiser le développement des localités de Kindia. Plus de 31 milliards de francs guinéens sont officiellement remis aux localités impactées par des activités minières. Une cérémonie qui marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la contribution au développement local de ces différentes localités. Marwan Kamara. Ici, au gouvernorat de la région administrative de Kindia, se tient l'événement le plus attendu par l'ensemble des collectivités minières. Il rassemble des membres du gouvernement, des administrateurs territoriaux et des représentants des sociétés minières. Tous réunis pour procéder à la remise officielle des chèques au compte du Fonds de développement économique local FODEL aux collectivités minières des préfectures de Kindia, de Télémélé, de Dubreka, de Fria et de Forekaria. La remise officielle des chèques de FODEL de notre premier terrain de gouvernement a rassuré une compagnie minière qui contribue à l'abondement de ce fonds en l'utilisation judicieuse de ses ressources et sa disponibilité à accompagner la collectivité locale dans la mise en œuvre correcte et responsable des actions ciblées planifiées dans le programme annuel d'investissement. Au total, plusieurs dizaines de milliards de francs guinéens ont été alloués aux différentes collectivités. Un chèque variable selon la production et les revenus générés par les compagnies minières installées dans chaque localité. Pour les préfectures minières de la région de Kindia, les contributions des sociétés minières au titre des années 2021, 22, 23 sont 31 milliards 12 722 000 francs guinéens. Au-delà des montants, c'est l'espoir d'un développement mieux réparti qui renaît dans ces préfectures. Si aujourd'hui nous venons ici à Kindia pour bénéficier, cela peut nous renforcer au niveau de la base en parlant gaillardement devant cette population que le gouvernement, quand il promet, il réalise. Le FODEL, créé pour renforcer l'équité territoriale, apparaît plus que jamais comme un accompagnement essentiel de la décentralisation. En appuyant directement les collectivités, il leur offre les moyens de concrétiser leur plan de développement, souvent freinés par les contraintes budgétaires. Et pendant ce temps, je le disais tout à l'heure au sommaire, le ministère de l'Information et de la Communication poursuit la mise en place du programme du chef de l'État en matière d'accès à l'information et de développement des stations de proximité. À Bofa, la radio rurale vient d'être rénovée. Un appui de la société Chalco qui vient soutenir la vision des autorités et répondre aux besoins des populations. C'est le ministre Fana Souma qui a procédé à l'inauguration de cette radio. Tcherno Ousmane Diallo. Des honneurs militaires, puis un accueil chaleureux d'une population venue de toutes les sous-préfectures pour exprimer la satisfaction de voir la radio rurale de Bofa entièrement rénovée et prête à relever de nouveaux défis dans le développement local. Construite en 2015 pour essentiellement sensibiliser dans la lutte contre Ebola, la radio rurale de Bofa joue désormais un rôle fondamental dans la cohésion sociale, la promotion culturelle et la lutte contre la désinformation. Sa rénovation, qui intervient 10 ans donc après sa création, est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Information et de la Communication et la société Chalco. Nous les femmes, nous sommes très contentes de notre radio rurale. Nous participons à son animation et nous y exprimons nos points de vue. Nous remercions le ministre et le président de
de la République, Mamadi Doumbouya, Boufa aujourd'hui change de visage dans son ensemble. Je ne cesserai point de le dire que le ministre de l'Information et de la Communication a reçu une instruction ferme du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, de transporter dans toutes les familles de la République les zones des médias d'État. Aujourd'hui, c'est ce qui se concrétise à Bofa. Le ministère est venu retrouver une population qui est très engagée, déterminée à accompagner sa radio rurale. Et vous avez vu que les instructions du chef de l'État sont appliquées par son ministre de l'Information et de la Communication sur le terrain. Afin de garantir une diffusion ininterrompue des programmes de la radio rurale, des mesures ont été prises avec une source alternative d'énergie via le solaire. La rénovation de la radio rurale de Bofa intervient dans un contexte national de redynamisation des stations de proximité pour mieux faire entendre la voix du monde paysan. Vraiment, on est satisfait. Aujourd'hui, tous les Bofakas sont très contents et je crois que les auditeurs aussi sont très contents. Dans tous les villages, la radio rurale est écoutée, la radio nationale aussi, sauf à Mankuntan, Tunifili et Doupourou. Mais pour ces localités-là, le ministre a promis et je sais qu'il va réaliser. Grâce donc à cette rénovation et aux équipements modernes, les journalistes et techniciens disposeront désormais d'un cadre de travail adéquat. Les émissions pourront atteindre une qualité technique et éditoriale et les populations rurales auront accès à une information fiable, diversifiée et adaptée à leur réalité. En inaugurant aujourd'hui ce bâtiment rénové, nous posons un jalon important dans la construction d'une société plus informée, plus unie et plus résiliente, comme le veut Monsieur le Président de la République, le Président Mamadi Doumbouya. Que cette radio rurale devienne un espace de dialogue, de partage et de progrès pour toutes et tous. Après Boufa, le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, mettra le cap sur Sigiri, plus particulièrement à Kourémalé, où une radio rurale vient d'être installée dans le cadre du programme de désenclavement médiatique des zones reculées du pays. Le contenu de ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication, dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Haute Autorité de la Communication, HAC, invite les responsables des associations de presse, les directeurs des médias publics et privés, les journalistes, techniciens de la RTG concernés par la couverture à une rencontre le vendredi 28 novembre 2025 à 11h au siège de la Haute Autorité de la Communication. La HAC s'est comptée sur la présence de tous, qu'on a créé le 27 novembre 2025, le président Boubacar Yassine Diallo. Le ministère de l'Énergie, à travers l'Agence guinéenne d'électrification rurale, a organisé une table ronde sur le financement du plan d'électrification nationale. Objectif, réunir tous les acteurs et trouver les moyens d'apporter du courant électrique dans toutes les zones rurales du pays. Sona Sagno. L'électricité, moteur du développement économique, reste un défi majeur dans les zones rurales de Guinée. Pour y répondre, le ministère de l'Énergie, à travers l'Agence nationale d'électrification rurale, a réuni récemment acteurs publics, privés et partenaires financiers lors d'une table ronde. Objectif, créer un véritable cadre de concertation et accélérer la mise en œuvre du plan national d'électrification rurale, un programme aussi ambitieux qu'attendu. La Guinée est l'un des pays les mieux dotés d'Afrique de l'Ouest en ressources énergétiques. Nous disposons de plus de 6 000 MW de potentiel hydroélectrique, faisant de notre pays le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Une irradiation solaire moyenne de 4,8 kWh par mètre carré et par jour, idéal pour les solutions solaires décentralisées. En vérité, chaque village électrifié, c'est plus de revenus, plus d'emplois locaux, moins d'exode rural, moins d'immigration clandestine et plus de stabilité sociale. L'électricité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour l'installation de tous les potentiels et la mise en production donc, de tous les potentiels de production agricole, de production industrielle et même des start-up qui en ont besoin pour avoir un effet de diffusion sur l'économie dans sa globalité.
L'énergie reste ce moteur invisible mais essentiel à la croissance et au bien-être des populations. Cherchons à promouvoir, passer à l'échelle, faire en sorte que de nombreuses Tchangalbori voient le jour et permettre à la population guinéenne, dont seulement moins de 25% ont accès à l'énergie, à l'électricité en milieu rural, puissent avoir accès à une source d'énergie propre et renouvelable. L'électrification rurale est déjà une réalité quotidienne pour nos concitoyens, comme en témoignent les projets emblématiques portés avec rigueur par l'Agence guinéenne d'électricité rurale. Elle constitue aujourd'hui une vitrine convaincante pour les investisseurs et un appel à renforcer la mobilisation nationale et internationale autour de l'électrification rurale. Cette rencontre a permis d'explorer des pistes concrètes pour lever les fonds nécessaires et rapprocher le pays de son objectif, garantir à tous un accès universel à l'électricité. Au même moment, la protection de la faune et de la flore préoccupe l'État guinéen ainsi que ses partenaires. À Farana, un renforcement de capacité a lieu sur la mise en valeur et de la gestion de l'eau, de l'environnement et du développement intégré. Il s'agit du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Ibrahim Oulem Fofana. Ici au siège du comité guinéen du bassin du Niger, la mission du ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures échange des expériences avec les acteurs locaux impliqués dans la gestion des ressources naturelles du bassin du Niger. La rencontre s'inscrit dans le registre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans cette réserve de biosphère. Les thématiques qui sont prévues dans le cadre de renforcement de leur capacité, c'est pour pouvoir diminuer cette pression en les aidant à améliorer leur système de production habituel selon leurs filières respectives, notamment dans l'élevage, dans l'agriculture, dans la production de la viande. Vu l'impact négatif lié au changement climatique, le ministère en charge de l'hydraulique et des hydrocarbures, à travers le programme intégré développement d'adaptation au changement climatique, a jugé utile d'initier le projet afin de toucher les usagers et les usagères du bassin pour une approche résiliente face au changement climatique. Ce renforcement des capacités des cadres des services techniques déconcentrés est basé sur les approches de restauration des terres, des berges et des paysages forestiers dégradés. La multiplication de la population a fait qu'il y a une agression sauvage sur les ressources naturelles. Donc c'est nous les usagers qui devons faire tout pour ralentir nos actions sur les ressources naturelles. Ce programme intervient dans 10 préfectures réparties entre 3 régions administratives, Kankan, Farana et Zérekore. Durant 4 jours, cette formation va toucher les coopératives de producteurs de maïs et de riz évoluant dans les zones d'intervention du programme, ici à Farana. Et voilà qui nous amène à parler de la préparation du plan d'engagement conjoint AgriConnect Guinée pour la mise en œuvre des projets de développement rural prévus dans le programme Simandou 2040, une vision commune du gouvernement et de la Banque mondiale pour une meilleure redistribution des revenus miniers. Fodé Camara. Lancé lors des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale, l'initiative AgriConnect compte faire de l'agriculture le fer de lance de la croissance. En Guinée, cette initiative de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté va s'aligner sur le programme Simandou 2040. Un programme dont le premier pilier est l'agriculture avec 12 grands projets et 5 réformes. Dans les prochaines années, la Guinée peut se hisser parmi des puissances agricoles émergentes de la sous-région, et notamment parce que simplement le package essentiel, le secteur agricole, ça fait 18 milliards de dollars et le secteur de l'élevage, ça fait 3 milliards de dollars. Donc le tout fait au moins 25 milliards de dollars mobilisés. Dans le projet Simandou, il est prévu 718 000 hectares d'aménagement hydro-agricole. Depuis 48 heures pour la préparation du plan d'engagement conjoint AgriConnect Guinée, les équipes techniques de la Banque mondiale, de la Société financière internationale et des ministères de l'agriculture et de l'élevage échangent autour des priorités à mettre en œuvre.
L'objectif est d'ici le début de l'année prochaine d'avoir en fait ce qu'on appelle chez nous un compact, donc un AgriConnect compact, dans lequel il y aura des engagements. Et au cours des 2 prochains jours, nous allons travailler donc avec le gouvernement de Guinée pour regarder chacun des programmes phares donc de Simandou 2040. Donc c'est vraiment une harmonisation, un alignement des activités et des efforts. Au cours de ce conclave, des propositions sont réajustées pour bâtir ensemble des projets de programme répondant aux préoccupations des communautés bénéficiaires. La Guinée adhère pleinement à ce programme d'AgriConnect de la Banque mondiale. Nous avons déjà fait l'exercice en relevant les projets qui ont été adoptés par KPMG au compte des 2 ministères. 9 projets au compte de l'agriculture, 3 projets au compte du ministère de l'élevage. Pour une meilleure redistribution des revenus miniers sur tout le corridor du projet Simandou, cette approche intégrée de développement territorial prend en compte la réalisation des parcs agro-industriels, sans oublier les questions d'accès au marché, d'assurance agricole et d'amélioration de l'irrigation des terres agricoles. Dans l'actualité encore, un nouveau programme de coopération scientifique et académique est lancé à Conakry. L'ambassadeur de France et le ministre de l'Enseignement supérieur viennent de signer un accord qui encadre un partenariat renforcé entre Paris et Conakry. Une convention articulée autour de 4 axes destinés à moderniser le secteur de l'enseignement supérieur dans notre pays. Mounir Bari. Ce programme vise à donner un nouveau souffle à la collaboration universitaire et scientifique entre la Guinée et la France. Il se décline en 4 volets: la mobilité académique, la co-création des programmes innovants, le développement du numérique et la gestion des projets entrepreneuriaux. Nous sommes très heureux de signer cette convention parce que ça vient renforcer les initiatives que nous avons prises dans plusieurs domaines. Si vous regardez dans le domaine du digital, le président de la République a bien voulu mettre à la disposition de tous les enseignants, chercheurs et chercheurs un ordinateur, mais pas que, avec un programme d'accompagnement et de formation à l'intérieur. Donc ce programme vient renforcer cela et permettre à ces enseignants-là de pouvoir construire leurs cours à eux-mêmes, de digitaliser les cours, d'être présents dans le monde virtuel. Face aux recteurs et directeurs généraux principaux concernés, l'ambassadeur Luc Briard et le ministre Alpha Bakar Bari réaffirment leur volonté de mettre en œuvre ce partenariat stratégique à travers un appui technique et financier et des actions de renforcement des capacités. La Guinée se place sur l'échiquier continental à la fois en termes de recherche, à la fois en termes d'enseignement et de formation, qu'elle soit professionnelle, universitaire. Nous avons écouté la vision du ministre et nous avons souhaité la décliner dans un projet à la fois précis dans ses composantes, mais très ouvert pour permettre une co-construction avec nos partenaires guinéens, qu'ils soient du secteur public ou qu'ils soient du secteur privé. Donc l'idée, c'est de favoriser les mobilités. Réunis à la résidence de l'ambassadeur, les participants abordent les modalités d'exécution du programme, notamment les questions de mobilité académique. L'enjeu, renforcer les compétences et constituer un vivier de ressources humaines qualifiées pour accompagner le développement de la Guinée, en lien notamment avec Simandou Academy. Et puis, en Guinée, environ 300 000 chiens vont être vaccinés contre la rage. L'objectif est de protéger la population guinéenne contre cette maladie toujours mortelle. La cérémonie de lancement à Conakry a rassemblé les cadres du ministère. On fait le point avec Noumousso Diakité. La campagne nationale de lutte contre la rage, lancée par le ministre de l'Élevage, prend son envol dans la commune de Matoto avec la vaccination des chiens. Selon des statistiques, au premier semestre de 2025, 16 cas de rage, 1498 morsures et 6 décès ont été enregistrés en Guinée. L'OMS indique que la prévalence de la maladie en Afrique reste élevée, surtout chez les jeunes. À travers cette campagne de vaccination, le gouvernement affiche son engagement dans la protection de la santé publique. La campagne de cette année s'inscrit dans une dynamique nouvelle, marquée par le renforcement du dispositif de vaccination, une meilleure coordination à l'échelle nationale, une mobilisation accrue des collectivités locales et une collaboration renforcée entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale
conformément à l'approche Une Santé. Nous disposons cette année d'un nombre accru de doses vaccinales, d'équipements améliorés pour les équipes de terrain et d'un renforcement en ressources humaines vétérinaires. Une application innovante permet maintenant de tracer et d'enregistrer l'itinéraire et le processus de vaccination des chiens. L'agent vaccinateur introduit les données au niveau de cet outil. Ça permet à la DNSV de suivre la campagne de vaccination et de géolocaliser les chiens qui ont été vaccinés et de faire une cartographie de la campagne de vaccination. Chaque année, on envoie les chiens à la commune pour les vacciner, juste pour les prévenir contre la maladie de rage, qui est une maladie incurable. L'objectif du ministère de l'élevage est d'atteindre 0 décès dû à la rage d'ici à 2030 en proposant une campagne de vaccination gratuite des canidés dans le pays. Et puis le ministère de l'élevage, en étroite collaboration avec l'ensemble de ses partenaires, informe la population du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la rage. Cette opération d'envergure nationale couvrira les 33 préfectures du pays et les 13 communes de Conakry. La rage, une maladie virale mortelle et transmissible de l'animal à l'homme, constitue une menace majeure pour la santé publique. Sa prévention repose principalement sur la vaccination massive et régulière des chiens et des chats, principaux réservoirs et vecteurs du virus. La campagne, qui est totalement gratuite, se déroulera du 26 novembre 2025 au 31 janvier 2026. Elle sera exécutée à travers un dispositif mixte composé d'équipes mobiles et de points fixes installés dans les communes, districts, quartiers ainsi que dans les cabinets vétérinaires agréés. Le ministère de l'élevage invite l'ensemble des citoyens à faire vacciner leurs chiens et chats afin de contribuer à la protection de leur famille et de leur communauté. Faite à Conakry le 27 novembre 2025, le ministère de l'élevage signé Félix Lama. Toujours, le ministère de l'élevage porte à la connaissance des populations qu'en vue de préserver la santé publique et assurer la sécurité des personnes, notamment des enfants contre la rage, la divagation des chiens est formellement interdite dans toutes les zones urbaines et périurbaines du pays. Les propriétaires sont tenus de garder leurs chiens sous surveillance permanente, de les maintenir en laisse ou dans leur concession afin d'éviter toute errance susceptible de mettre en danger la vie des populations. Par ailleurs, tout détenteur souhaitant se séparer de son chien doit impérativement s'adresser au service vétérinaire habilité pour une prise en charge conforme aux normes sanitaires. Le ministère de l'élevage rappelle que tout manquement à ces dispositions expose les contrevenants aux sanctions prévues par le Code de l'élevage et des produits animaux. Des mesures seront prises par les services compétents du département contre tous les chiens errants sans propriétaire. Le ministre invite les autorités locales, les services de sécurité et les collectivités déconcentrées à veiller à la stricte application du présent communiqué. Fait à Conakry le 27 novembre 2025, le ministre de l'élevage, Félix Lama. Dans l'actualité encore, soulagement pour les Guinéens établis aux États-Unis, notamment à Washington. Un kit d'enrôlement pour les passeports biométriques vient d'être installé à l'ambassade sur instruction du ministre des Affaires étrangères. Madame l'ambassadeur a accueilli les premiers demandeurs et lancé en même temps un processus qui promet des délivrances encore plus rapides et plus simples. Les précisions de Mohamed Lamine Solano, un des conseillers à l'ambassade de Guinée à Washington. Oui, en effet, son Excellence Madame Sidibé Fatoumata Kaba, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée aux États-Unis, vient de procéder au lancement officiel du processus d'enrôlement des demandeurs de passeport biométrique ici à Washington, et ce sur instruction de son Excellence Dr Mourisanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Il s'agit en effet de faciliter à nos compatriotes vivant ici, aux États-Unis, l'accès à ce document important de voyage pour lequel, vous le savez, beaucoup de nos compatriotes se rendaient à Conakry avec tout ce que cela implique, non seulement en termes de coûts, mais aussi en termes d'agenda. La digitalisation des services de l'administration publique
notamment dans nos missions diplomatiques et consulaires, vient donc répondre à cette volonté du président de la République, chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, de non seulement rapprocher nos compatriotes vivant à l'étranger de leur pays d'origine, mais aussi de faire en sorte pour ceux qui vivent à l'étranger d'obtenir soit leur premier passeport ou de le renouveler sans avoir à se déplacer, sans avoir à se rendre à Conakry, et cela dans les 2 semaines qui suivent leur enrôlement. Et donc, ici, aux États-Unis, le processus est simple. Il suffit d'aller sur la plateforme de Luba Service sur laquelle se fait exclusivement le paiement pour les frais de passeport. Ensuite, pour les demandeurs vivant aux États-Unis, vous ferez une demande de carte consulaire qui se fait également en ligne. Cela est suivi d'une demande de prise de rendez-vous avec le service consulaire. Vous devez donc vous munir aussi de pièces d'identité, de photos d'identité, d'une preuve de paiement et puis de la copie soit de votre ancien passeport pour ceux qui le renouvellent ou de votre extrait de naissance pour ceux qui font la première demande de passeport. Mohamed Lamine Solano, un des conseillers à l'ambassade de Guinée à Washington, il était au micro de notre correspondant sur place. L'ONG Femmes Développement des droits humains vient de présenter son documentaire intitulé Paroles de survivantes. Ce film met en lumière le quotidien des femmes victimes de violences basées sur le genre en Guinée, un outil crucial pour libérer la parole dans un contexte où la honte et la peur réduisent parfois au silence nombre de survivantes. C'est un reportage de Saint-Martin, Francina Bouno et Kandasila. Pour briser la peur, la honte et la stigmatisation des victimes des violences basées sur le genre, l'ONG Femmes Développement et Droits Humains a conçu un documentaire dénommé Paroles de survivantes. À travers des témoignages directs des survivantes, filmés avec dignité et sensibilité, des analyses d'experts, psychologues, juristes, médecins et sociologues et des images de terrain, parfois dures mais nécessaires, ces films replacent enfin les femmes et les jeunes filles au centre du récit. Ce film est un outil puissant pour sensibiliser, déconstruire les tabous et nous l'espérons accélérer le changement des mentalités. À travers ces paroles, nous ne verrons pas seulement la souffrance, mais l'infinie capacité de l'être humain à se relever. Nous les remercions, ces femmes, pour leur immense bravoure et la confiance en soi qu'elles ont pu reconquérir alors qu'elles semblaient à jamais perdues. Dans un style sobre mais puissant, le film met en lumière non seulement l'horreur des violences, mais aussi la force, le courage et la détermination des femmes à surmonter leurs épreuves. Je félicite toutes les ONG présentes et en particulier l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains pour tout le travail accompli. On est très fiers de pouvoir vous accompagner, de tout l'impact qui est déjà réalisé et qui continuera d'être déployé. Ma sœur Moussaïero, grâce à vous, ce film voit le jour comme un outil d'éducation, de plaidoyer et de mobilisation sociale. Avec ces films Paroles de survivantes, réalisés grâce à l'appui des partenaires comme l'AFD, Feminist Opportunities Now, IFPP, l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains, réussit un pari audacieux, celui de transformer la douleur des victimes en levier de transformation sociale, d'utiliser le cinéma comme outil de plaidoyer et de faire de cette œuvre un appel national à la mobilisation. À l'occasion du mois de novembre, l'hôpital Yansdine vient d'initier une journée de consultation gratuite du cancer de la prostate. Dénommée Novembre Bleu, cette journée permet de sensibiliser les hommes sur ce cancer et les inviter à se faire examiner pour une détection précoce, condition essentielle pour un traitement efficace et rapide de la maladie. Bakary Bamba Kondé.
Dans le cadre de la campagne Novembre Bleu, l'hôpital Ignace Dine, à travers l'association guinéenne d'urologie, a organisé une journée de dépistage gratuite du cancer de la prostate. Cet événement a rassemblé des médecins, des infirmiers et des volontaires visait à sensibiliser la population masculine sur l'importance du dépistage précoce de cette maladie, souvent sous-estimée. Novembre Bleu, c'est un peu l'équivalent de Octobre Rose chez les dames. En fait, Novembre Bleu est consacré au dépistage des cancers masculins, particulièrement le cancer de la prostate et celui du testicule. Le cancer de la prostate, c'est une néoformation qui est maligne, qui est développée au niveau de la glande prostatique. C'est le premier cancer urogénital, masculin donc, et c'est un cancer qui touche les hommes à partir de 45 ans. Des consultations urologiques gratuites ont été offertes, permettant aux hommes de se faire examiner et de poser leurs questions. La santé importe beaucoup, donc il est impératif et important de connaître un peu mon statut pour me faire dépister. Le dépistage, c'est une façon d'alerter l'opinion sur ce cancer de prostate. Au-delà de cette journée, on invite tous les hommes, dès qu'ils ont plus de 50 ans, de venir se faire dépister. On peut avoir ce type de cancer sans aucun symptôme, et si on est dépisté tôt, on peut guérir de son cancer. En sensibilisant davantage la population sur le cancer de la prostate, l'association guinéenne d'urologie veut lutter contre cette maladie et prévoit des initiatives comme celle-ci, cruciales pour encourager le dépistage précoce et sauver des vies. Et puis des spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologique échangent leurs expériences à Conakry. Le débat porte sur la prise en charge et la gestion des complications liées aux prothèses totales de la hanche. C'est à la faveur de la tenue des travaux du 3e congrès de la Société guinéenne de chirurgie orthopédique et traumatologique. Robert Sigitono. Nombreux sont les accidents de la circulation qui coûtent la vie à de nombreux usagers en Afrique et dans le monde. Le phénomène est aussi à l'origine des traumatismes physiques à vie, parfois irréversibles. La Guinée n'est pas à l'abri de ces fléaux. Les accidents de la route aux conséquences multiples sont d'ailleurs qualifiés de problèmes de santé publique et de développement. D'où cette rencontre de Conakry pour inverser la tendance. Elle mobilise les spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologique venus de 15 pays d'Afrique et d'Europe. On a pris ce thème cette année pour dire que les prothèses que nous avons posées depuis 2012 jusqu'à nos jours, est-ce que les personnes évoluent? Quelle est leur qualité de vie? Et c'est pour cette raison que nous avons fait une évaluation de la plupart des patients que nous avons déjà opérés pour voir s'il y a des complications et comment gérer ces complications. Les échanges se tiennent à la faveur du 3e congrès de la Société guinéenne de chirurgie orthopédique et traumatologique. Ces spécialistes partagent leurs expériences sur la gestion des complications des prothèses totales de la hanche, de plus en plus récurrentes et coûteuses. À l'issue de ce travail, de ce congrès, on pourra tirer les leçons et voir ce qui a amélioré et ce qui a retranché. C'est aussi l'interpellation du gouvernement parce que les débats d'ici peuvent vous permettre de construire mieux les politiques publiques quant à l'amélioration de tout l'espace permettant aux spécialistes de travailler dans de meilleures conditions et aux patients de recevoir les meilleurs soins. La 4e édition de ce congrès est prévue en novembre 2026 à Conakry. Je le dis également au sommaire, le mouvement Marella en marche en partenariat avec d'autres structures vient de remettre un important lot de matériels médicaux au centre de santé de Marella, une initiative destinée à renforcer l'accès à des soins de qualité pour les populations locales. Autorités et habitants ont salué ce geste et se sont engagés à en faire bon usage. Amadou Baïle Bari, Ismaël Kamara. C'est une remise de matériel de santé composé principalement de lits médicaux au centre de santé de Marella. Ce don est effectué par le mouvement Marella en marche en collaboration avec l'association AFSA et l'association des jeunes ressortissants et amis de Marella résidant en France. Selon le porte-parole de cette convergence d'associations, ce don de lits médicaux vise à favoriser des soins de qualité et de proximité aux populations de Marella. Un établissement de soins ne peut pleinement jouer son rôle sans des équipements adéquats, modernes et fonctionnels. Les lits médicaux que nous remettons
ne sont peut-être pas spectaculaires aux yeux du grand public, mais ils sont essentiels. Ils améliorent la prise en charge et facilitent le travail du personnel soignant et garantissent davantage de dignité et de confort aux patients. L'association Mouvement Maria en marche répond à un vide qui existait. Maria est toujours resté en marche des activités, même des activités de la préfecture de Farana. Nous avons dit que ça, c'est une question qui mérite d'être corrigée. Citoyens et autorités locales se réjouissent de ce geste symbolique qui marque une avancée significative dans l'évolution de la santé publique des populations de la sous-préfecture de Marella. Le matériel de nuit que vous nous offrez aujourd'hui arrive à point nommé. Il vient renforcer nos capacités d'accueil, faciliter le travail du personnel soignant. Nous sommes très satisfaits et très réconfortés du geste magnanime, symbolique et significatif de nos ressortissants de France et de Conakry d'avoir pensé à la population de Marella. Ce don de lits médicaux est un ouf de soulagement pour le centre de santé de Marella et ses habitants. Une sous-préfecture où les besoins sanitaires sont énormes, sans oublier le manque d'infrastructures scolaires et d'autres besoins vitaux. Dans le reste de l'actualité, à quelques jours du lancement officiel de la campagne présidentielle, la coordination des ressortissants de Beila prône la paix. Le week-end dernier, une importante réunion a mobilisé tous les cadres ressortissants. L'idée était d'harmoniser les idées et de mutualiser les forces pour une élection apaisée dans la préfecture. On fait le point avec Moussa Komara. Dans une capitale en pleine effervescence politique, ces cadres ressortissants de Beila se concertent. Au cœur des échanges, une question centrale. Comment organiser une participation coordonnée et responsable dans l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025 ? Au fil des interventions, une même idée. Parler d'une seule voix pour un scrutin apaisé et réussi dans la préfecture de Beila, berceau du projet Simandou. Depuis plus de 3 ans, notre coordination porte les actions du général Mamadi Doumbouya, notamment dans sa vision pour notre pays, son programme et ses projets, tant pour la Guinée tout entière que pour la paix de la préfecture de Beila. Cette position annoncée collectivement est le résultat d'une analyse interne, d'un diagnostic partagé et d'un consensus dégagé entre les ressortissants. Simandou dormait. Aujourd'hui, Simandou est réveillé et tout le monde est en train d'aller vers cette stratégie pour se développer. Si les autres doivent se développer à partir de nous, pourquoi ne pas se mettre en synergie d'action pour nous développer? L'objectif que nous avons, c'est de pacifier le pays. C'est de pacifier la préfecture de Beila. C'est de faire en sorte que tous les ressortissants de Beila se donnent la main pour que ce projet puisse avoir lieu. Mais à côté, pour nous donner la force, pour qu'on puisse faire cette pacification, on a besoin d'arguments, on a besoin de faits, on a besoin de réalisations, on a besoin de projets. À travers ces cadres structurés, ces cadres ressortissants entendent occuper une place de choix à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Au même moment, le Conseil suprême pour le salut de la Basse-Guinée, le COSABAG, intensifie ses actions pour promouvoir l'unité nationale et le respect mutuel entre les fils de la région. À Bessia, la structure accueillit de nouveaux adhérents venus soutenir les réformes engagées par les autorités. Au total, 145 organisations ont désormais rejoint le COSABAG, unissant leurs efforts pour contribuer au développement de notre pays. Abakar Diaby, Moussa Bangora. Le Conseil suprême pour le salut de la Basse-Guinée, le COSABAC, poursuit son engagement pour une gouvernance participative et inclusive en Guinée. L'organisation veut désormais franchir un cap et contribuer pleinement au développement socio-économique du pays. Son action s'oriente surtout vers la mobilisation citoyenne en phase avec les orientations des autorités de la transition. Je me sens encore plus fort d'avoir à mes côtés des braves femmes, hommes et jeunes aussi dévoués et ambitieux qui, malgré les obstacles et difficultés, ont toujours fait leur preuve pour le Conseil suprême pour le salut de la Basse-Guinée, COSABAG. Vous avez tous usé aussi de toutes vos forces et vos dévouements
pour l'unification de la Basse-Guinée et dont le monde entier témoigne aujourd'hui. À ce jour, 145 structures sont fédérées au sein de COSABAC pour rassembler les fils et les filles du pays autour d'un idéal commun, la paix et la cohésion sociale. Il y a 145 structures qui ont adhéré au COSABAC. Je sais que c'est un grand bonheur. C'est pour la paix, c'est pour l'union, c'est pour la force aussi. On remercie le président de la République. Si vous voyez que nous sommes réunis ici, c'est parce qu'il y a la paix. Cette plateforme associative et citoyenne entend multiplier les actions pour accompagner la transition. Portée en grande partie par les femmes et les jeunes, elle mise sur une union sacrée afin de soutenir les acquis de développement engagés par le président Mamadi Doumbouya depuis le 5 septembre 2021. Et puis à Conakry, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégré contre la drogue et les conduites addictives vient d'inaugurer une nouvelle unité dédiée à la prise en charge des addictions. Cette structure se présente comme une réponse concrète à la hausse inquiétante des dépendances, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. Sona Sanou. Conakry, la lutte contre les addictions franchit un nouveau cap. L'Institut itinérant de formation et de prévention intégré contre la drogue et autres conduites addictives, l'IFPIPCA, vient d'inaugurer un centre innovant dédié à la prévention et à la prise en charge des dépendants. L'inauguration de l'unité de prévention et de prise en charge intégrée des addictions de Conakry, nous ouvrons une nouvelle page de l'histoire de la lutte contre la drogue dans notre pays. Nous renforçons notre dispositif national. Nous envoyons un message fort. La prévention, l'accompagnement, la recherche et la science sont au cœur de notre engagement. La prise en charge que cette unité facilitera va aider non seulement à soigner les individus, à guérir les blessures, mais aussi à toucher les familles. Beaucoup de familles sont endeuillées par ce fléau. Ce nouveau centre propose une offre de services intégrés, consultation médicale et psychologique, programme de désintoxication, thérapie individuelle et familiale, médiation communautaire, mais aussi des activités de sensibilisation dans les écoles et les quartiers. Cette unité est comme une boule de sauvetage pour les personnes dépendantes des substances psychoactives en difficulté. Leur espoir de soutenir ici un soutien psychologique et social n'est plus un rêve désormais. Tout ce que représente leur drogue représente le mal. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une lutte vraiment interne de tout le monde, dès le bas âge jusqu'à les grands. En présence des autorités sanitaires, des partenaires techniques et financiers et de plusieurs organisations de la société civile, le directeur général de l'IFPIPCA a insisté sur la nécessité de disposer d'un dispositif spécialisé, multidisciplinaire et accessible, capable de répondre à l'ampleur croissante des addictions chez les jeunes comme chez les adultes. Un mot de religion pour dire que le diocèse de Cancan accueille un nouveau prêtre, l'abbé Maurice Ifono. Son ordination presbytérale est perçue comme un véritable signe d'espérance pour la communauté catholique de la région. Pour l'abbé Ifono, ce sacrement marque surtout un engagement renouvelé à la mission, à la disponibilité et au service des fidèles. Ali Badara Kondé pour ce reportage. Ici, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de la Paix de Cancan, fidèles, familles, autorités religieuses ont afflué pour accompagner l'abbé Maurice Ifono dans ce passage décisif de sa sacerdoce. Au cœur de la célébration, Monseigneur Alexis Taguino, après le rythme presbytéral, a encouragé le nouveau prêtre à être un pasteur proche des fidèles. Je te dirai ceci, parle lorsque tu es appelé à le faire. Choisis le silence quand c'est nécessaire. Et que ton silence, au lieu d'être un temps creux, soit réservé pour prier, méditer et adorer le Seigneur. Ne recherche pas la faveur des riches et des puissants.
sois toujours en communion avec ton Seigneur par l'adoration du Saint-Sacrement pour toi, mais aussi pour tes frères. L'abbé Maurice Ifounou exprime sa reconnaissance à se montrer humble dans l'accomplissement de son rôle missionnaire. Je tiens à remercier tous les fidèles du diocèse de Kankan, à premier son Excellence, Monseigneur Alexis Alitagbino, évêque du diocèse, les prêtres du diocèse, les fidèles, les parents qui m'ont donné la vie. L'Église diocésaine reçoit aujourd'hui un autre pasteur pour continuer la mission du Seigneur. Voici la joie que nous manifestons aujourd'hui. L'ordination sacerdotale de l'abbé Maurice Ifounou restera un moment de grâce pour le diocèse de Kankan, cela à travers son engagement. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi, notamment ce soir à l'ABN et à Kankan. Je vous retrouve très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne soirée à tous.